Nous sommes ensemble pour 45 minutes et nous avons le plaisir d'accueillir donc 5 personnes de différents horizons. Alors tout d'abord, j'ai pris mes petites notes parce que il y a alors Thierry Trépied, donc tu peux peut-être te lever, voilà, de la société Sphère, qui est groupe de conseil en informatique avec plus de 300 collaborateurs. Et Thierry est directeur du Continuous Delivery et il est également coach agile. Nous avons Robin Béraud-Sudreau, co-gérant d'Archis, okay, agence digitale de 20 personnes spécialisées dans la conception de produits et de l'innovation. Et il est également coach agile et il déploie chez ses clients des principes qui plaisent au sein de sa structure. Ensuite, Joséphine Boulinguet. Alors, elle est fondatrice de Simalti, qui a pour mission d'améliorer le bien-être de tous à travers notamment une technique innovante de respiration. Et elle vous offrira son expérience de 5 ans sur cette aventure. Tiffaine Baudevé, voilà, psychopédagogue spécialisée en pédagogie positive. Donc, Tiffaine a managé des équipes pendant 19 ans et actuellement accompagne chez INRIA pour la direction des affaires financières tous les agents de la Ligue financière. Elle accompagne également les enfants, les adolescents et les adultes sur leur stratégie d'apprentissage et le renforcement de soi. Et Kamwan Rastsavong, team leader chez Page Jaune et travaille sur les applications mobiles chez Page Jaune. Alors, nous allons structurer la table ronde en 2 parties. La première partie, ce que je propose, c'est que chacun des personnes qui sont là témoigne sur un levier, une technique différente pour que comme ça, vous ayez un premier panel d'informations. Et ensuite, je pense que ce qui est intéressant dans une table ronde, c'est qu'on puisse faire le jeu des questions-réponses. Et voilà. Donc, on va démarrer par Thierry. Donc, Thierry, en fait, il crée des conditions pour être heureux au travail dès la phase de recrutement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, Thierry, s'il te plaît ? Tout à fait. Donc, Sphère est une société de conseil agile, de fond en comble. On fait de l'agile depuis 2007. Par contre, on sait très bien qu'une société qui est agile, un des premiers leviers, c'est de recruter les personnes qui vont s'adapter à ce contexte et qui vont aussi pouvoir s'épanouir dans ce contexte. Donc on crée une ambiance de vie, en tout cas chez Sphère, au quotidien, basée sur la direction des opérations. C'est-à-dire que tout est basé autour du consultant. Maintenant, l'ambiance de vie se crée au fil de l'eau, mais le recrutement n'est pas externalisé. C'est quelque chose qui fait partie de Sphère. Donc pour ça, on a 5 personnes qui sont dédiées au recrutement. Le process de recrutement, on appelle ça les play-offs. Ça se constitue en plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est une relation, on va dire, ressources humaines, c'est-à-dire il y a un contact qui se crée entre quelqu'un qui est coopté ou qui souhaite arriver chez Sphère. Donc dans cette première relation, c'est plutôt est-ce que le contact se passe bien, on va dire. Ensuite, on lui propose de venir passer une demi-journée chez Sphère. Cette demi-journée, c'est tout le temps le vendredi après-midi. Donc on appelle ça les play-offs. Ça se déroule en 3 heures. C'est 3 séances d'1 heure de tests techniques. Donc ça, c'est assez, on va dire, un peu classique dans toutes les sociétés. Mais ces tests techniques sont passés par des évaluateurs de Sphère, c'est-à-dire des consultants qui vont passer avec vous donc 3 fois 1 heure, 3 fois différentes personnes. Donc vous pouvez discuter avec eux des conditions de vie chez Sphère, savoir est-ce que ça correspond à l'image que vous faites d'une société de service ou pas. Le consultant, lui, peut évaluer aussi donc, la capacité technique, mais la principale question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu veux travailler ou pas avec cette personne? Donc à travers ces différents tests, on évalue techniquement et humainement la personne, et inversement. Donc l'évaluation de Sphère aussi se fait via ce biais des play-offs. À la fin, on se fait une rétrospective, c'est-à-dire qu'on dit à la personne voilà pourquoi on te prend, voilà ce sur quoi on te sent, où tu peux t'épanouir en fait, et est-ce que ça correspond ou pas à ce que tu attends. Et inversement, si on s'aperçoit que au bout peut-être de 10 minutes, on voit que ça ne va pas matcher, on continue quand même le test tout au long de la journée pour pouvoir aussi lui faire un retour.
Donc on essaye à chaque fois d'avoir cette notion de transparence, de confiance, mais aussi de respect en fait, du candidat qui s'est présenté, qui a pris une demi-journée pour venir voir Sphère. Donc voilà comment ça se passe chez nous. Ah ben, merci. Robin, vous m'avez parlé de l'autoresponsabilisation. Donc comment ça se participe à être heureux au travail dans votre entreprise? Oui, c'est ça. Moi, je voulais parler de l'autoresponsabilisation, qui est à mon sens un des vecteurs justement pour atteindre le bonheur au travail. Je fais juste une petite aparté ou une petite digression pour dire comment je suis venu à l'autoresponsabilisation. De base, c'était juste parce que dans ma société où donc on est 2 gérants pour 20 personnes, en gérant nous-mêmes les projets, on n'avait plus le temps finalement de faire de la démarche commerciale. Donc on s'était dit finalement, ça serait bien que nos équipes soient capables elles-mêmes de s'auto-gérer pour que nous, on puisse aller prospecter et puis faire un petit peu grossir la boîte. Et du coup, pour revenir sur l'autoresponsabilisation, je vais vous expliquer après comment on l'a mis en place. Mais une fois que c'est mis en place, on a fait concrètement une grande réunion en se disant voilà, on a besoin que vous soyez tous autonomes et que quand on vous confie un projet, on n'ait plus besoin du tout de s'en occuper, juste faire l'interfaçage avec le client. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça et qu'est-ce que vous allez en tirer finalement? Parce qu'il faut aussi que les gens soient d'accord finalement. Il faut, Thierry le disait à l'instant, il faut que les gens soient convaincus de la démarche, sinon c'est très dur à mettre en place. Du coup, on a d'abord un petit peu attaqué par les gains de l'autoresponsabilisation pour le salarié. Et on a tout de suite vu que c'était finalement de la confiance de part et d'autre, de la liberté, parce qu'ils sont autoresponsabilisés, et de la valorisation. Pourquoi? En gros, donc nous, on est une société digitale dans le sens où on a souvent une approche au forfait. On connaît tous les problèmes qu'il y a entre l'agilité et le forfait. Mais... pardon, je me suis perdu. Voilà, tu disais liberté, autoresponsabilisation. Ça y est, j'y suis. C'était donc avec cette approche forfait, on avait nos clients effectivement à qui on vendait un certain nombre finalement de jours hommes et il fallait vendre ce projet dans ce nombre de jours hommes là pour que ça matche et qu'on puisse remporter le contrat. Là, on approche autoresponsabilisée, encore une fois à la taille de notre société. C'est vraiment plus, on met tous les gens qui vont faire le travail, donc le directeur artistique, les graphistes, les développeurs, etc., sur les applications. On leur présente un petit peu le cahier des charges et c'est pas nous qui, en tant que finalement commerciaux, allons estimer le travail, c'est vraiment l'équipe qui va dire, mais un petit peu finalement comme en sprint, comme en scrum quand ça tourne bien, hein, c'est l'équipe qui s'engage sur le backlog et qui va dire nous on est capable de le faire en temps. Et donc il n'y a plus de pression d'approche top-down où moi je vais dire à mes salariés vous devez faire ce projet en tant de temps sinon on n'a pas de job et on mange pas. C'est plus eux qui me disent nous ce que tu nous présentes on est capable de le faire en autant de temps. Donc souvent c'est un petit peu plus gros que moi qui essaie de les challenger pour pouvoir vendre mes projets. Et donc une fois qu'ils me donnent ce chiffrage là, moi ça me fait tout simplement gonfler mon devis, je l'envoie au client, mais généralement c'est une approche vraiment plus réaliste, plus sereine. Et quand on explique un petit peu cette démarche-là au client, lui, on l'embarque avec nous, en lui donnant un petit peu toute la visibilité dont on parlait justement sur le fait que le client, après une fois, donc bien sûr on réalise nos projets en agile, le client est convié à tous les stand-up, tous les rétros, il peut venir quand il veut dans l'agence, c'est vraiment de la transparence. Et donc là j'ai parlé un petit peu que du fait de l'estimation, je sais pas si, je pourrais en parler 5 heures, alors je vais passer à d'autres choses et vous aurez des questions. Mais effectivement on redonne le pouvoir un petit peu aux salariés, c'est eux qui s'attribuent eux-mêmes les tâches, etc. Et en faisant ça, juste une dernière chose, c'était justement, on m'a parlé pas mal de l'échelle de Peter, qui en fait le fait que quand on a des salariés nous qui restent dans nos locaux après 18h30, on les chasse. Alors moi c'est très bizarre parce que je suis le premier à avoir fait empiriquement, en étant charrette sur certains projets, des très très grosses horaires et puis des fois je demande autant d'investissement en valorisant de manière un petit peu bête et méchante, hein, juste en donnant des primes à mes salariés. J'étais le premier à pousser pour qu'ils fassent beaucoup d'heures. Et je me suis rendu compte qu'effectivement ça fonctionnait pas trop. Donc là quand on les chasse après 18h30 pour qu'il y ait un gros respect de leur vie privée, que finalement ils travaillent un petit peu moins mais qu'ils travaillent beaucoup mieux. Et ça fait partie aussi justement de confiance, liberté et tout ce qu'on a dit. Bon, merci. Voilà. Et en préparant aussi cette table ronde, Tiffaine nous parler de quelque chose que je pense que certains ont vécu sur des délocalisations et elle va témoigner sur comment, en accompagnant les personnes, ils sont toujours restés heureux au travail tout en gérant cette délocalisation. Donc peut-être tu peux nous en dire plus, Tiffaine ? Oui, donc bonjour à tous.
Effectivement, je me suis posé la question avant de venir à cette table ronde sur ce qu'était le bonheur au travail. Et du coup, ça m'a amené vers la source de motivation. Et la source de motivation est différente selon les différentes personnes, puisqu'on est tous uniques. Après, il peut y avoir des facteurs qui peuvent rendre difficile l'accès à cette motivation. Et notamment, la première peur chez l'être humain, la peur la plus importante, c'est la peur de l'inconnu. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cet exemple-là de la délocalisation qui faisait appel effectivement à cette grande peur de l'inconnu, puisqu'on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas encore quels vont être ces autres locaux et ce que ça va donner derrière. Donc, j'ai eu à gérer, en tant que directrice des affaires financières de 2 écoles de beaux-arts, effectivement, cette délocalisation. Alors que nous étions situés, donc pour vous situer le contexte, nous étions situés dans le 2e site patrimonial de la ville d'implantation de l'école, dans le 2e site patrimonial le plus visité, touristiquement parlant, donc avec vraiment un fort attrait culturel, une forte image de marque. Et les élus avaient pris la décision, effectivement, de délocaliser en fait ce site-là vers un collège qui allait être désaffecté en zone urbaine sensible. Autant vous dire qu'effectivement, au niveau des équipes, il y a eu une énorme crise sociale à gérer pour différents niveaux, à différents niveaux, selon les personnes et selon leur propre logique de l'honneur, puisque chacun vit le travail en fonction de sa propre logique de l'honneur. Du coup, il y a eu tout un travail. Alors, il y a eu deux types d'accompagnement, plutôt, il y a eu un accompagnement que j'ai pu faire auprès des équipes financières et techniques, administratives, et une autre équipe qui, du coup, n'a pas été accompagnée, l'équipe des professeurs artistes. Et donc cet accompagnement a été géré de différentes manières selon les étapes du deuil dans lesquelles se situaient les différentes personnes. C'est-à-dire qu'au démarrage, il a fallu d'abord effectivement purger en fait le déni, la colère. Donc c'est passé par des phases d'écoute empathique, par des phases aussi donc d'écoute collective et d'écoute individuelle, avec une restitution en fait de cette écoute par soit des réunions avec diffusion de supports vidéo, soit par des posters qui ont été travaillés ensuite, avec une restitution anonyme de ce que les différentes personnes avaient pu dire, et anonyme et vraiment je dirais une restitution pure entre guillemets. Les phrases étaient indiquées entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de reformulation. C'était vraiment, le but était de provoquer un effet miroir pour que les personnes puissent avancer, revoir l'image de ce qu'ils avaient dit et avancer dans leur travail de deuil. J'ai parfois invité certains agents aussi à chercher des solutions alternatives, de manière à les confronter à la réalité et aux contraintes financières d'un autre site, d'un autre local, et à ce qu'ils puissent aussi passer cette étape de deuil. Après, quand ils ont avancé un petit peu plus, ça a été d'autres propositions qui ont fait jour, comme faire du benchmarking, par exemple, les envoyer sur d'autres sites qui avaient connu cette expérience-là, pour qu'ils puissent commencer à se projeter doucement vers d'autres possibilités. Il a fallu gérer aussi le temps, quand l'étape du deuil a été passée pour certains, il a fallu gérer ce temps de latence entre l'ancien site et le nouveau, où du coup parfois il y a eu des baisses de morale, et du coup là il y a eu j'ai fait appel du coup à ma créativité ou à celle d'autres agents pour répondre de manière
approprié en fonction de l'état de chacun. Et ça a été par exemple de lancer des défis collectifs comme réaménager la cafétéria en fait existante, où là ils se sont complètement lâchés, donc avec très peu de moyens. Donc ils ont collé des origamis au plafond, ils ont créé des taches de peinture sur le sol pour marquer un cheminement, ils ont découpé des chaises en deux pour faire des étagères sur les murs. Enfin voilà, ils se sont complètement lâchés. Ça leur a permis de se réapproprier différemment, avec très peu de moyens, le local existant pendant le temps où ils étaient présents, et ça leur a permis de se mettre en action à un moment donné où ils étaient en train de ruminer en fait. Donc pour les mettre dans l'action, je leur lançais des défis créatifs régulièrement. Voilà. Et donc à la fin de cette période entre les deux sites, on a pu constater effectivement malheureusement une différence entre les deux équipes, celles qui avaient été accompagnées et celles qui n'avaient pas été accompagnées. Celles qui n'avaient pas été accompagnées étaient encore dans de la violence même verbale, pouvant aller jusqu'à des insultes vis-à-vis des autres sur le fait d'être des traîtres, d'accepter d'être envoyés par charter dans différentes zones. Donc du coup, c'était vraiment très significatif la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et du coup, l'équipe accompagnée pouvait se projeter véritablement, travailler sur les plans des nouveaux locaux, accepter d'aller les visiter, quand pour les autres, c'était difficile d'y aller, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Joséphine, vous avez développé un concept innovant de respiration qui est une technique qui aide beaucoup les personnes pour gérer le stress, et qui aussi a été utilisée par une société. Donc peut-être nous en dire plus sur cette expérience qui est passée à la télé l'année dernière, hein, c'est ça? Donc... Oui, c'est ça. En fait, moi je suis une créatrice d'entreprise et j'ai comme mission à travers mon entreprise d'aider les gens à aller mieux, être mieux, que ce soit des particuliers, des salariés, des chefs d'entreprise ou des groupes dans l'entreprise, à améliorer leur bien-être à eux-mêmes pour qu'en groupe, ils se sentent mieux et qu'ils puissent plus profiter de la vie et prendre plus de plaisir à leurs loisirs et à travailler. Et donc, tous les jours, nous accompagnons des particuliers dans notre centre. Mais l'année dernière, on accompagne aussi des entreprises, et notamment une l'année dernière d'un peu plus d'ampleur. C'était une entreprise de 50 salariés qui allait préparer le marathon de New York. Et donc le chef d'entreprise a lancé cette mission auprès de 800 de ses collaborateurs, et 70 ont répondu présents pour aller préparer le marathon de New York et y aller. Et du coup, ils se sont retrouvés, des 70, il y en a toujours qui se blessent, tout ça, ils étaient 55 à la ligne de départ. Et en fait, nous, on les a accompagnés tout le long de l'année. Il y en a qui 70% n'avaient jamais couru avant le début de cette préparation. Et le patron a eu envie, au-delà de la préparation physique, de les accompagner d'une manière parce qu'au-delà de la préparation physique qui était assez intense, il leur demandait aussi d'être performants au travail. Donc il y avait les entraînements, il y avait le travail, et tout ça faisait une charge de travail dans l'année qui était assez importante. Et en discutant avec lui, on a mis en place mon système, qui est en fait un système où l'on respire de l'air entre 2000 et 5000 mètres d'altitude pour stimuler le corps à mieux utiliser l'oxygène, donc pour réoxygéner le corps afin qu'il récupère mieux et qu'il puisse retrouver plus d'énergie. Donc du coup, tout au long de l'année, on les a accompagnés. Ils sont venus au centre pour faire les séances, et les 3 mois qui ont précédé le marathon de New York, donc 2014, j'ai installé une équipe dans leurs locaux avec le matériel pour qu'ils puissent faire tout au long de la journée chacun leur séance pour pouvoir décompresser et récupérer pour moins s'épuiser. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, déjà que les 55 qui ont pris le départ du marathon de New York ont franchi la ligne d'arrivée. Alors tant ou pas tant, ça c'était pas vraiment l'objectif. Et qu'après, ceux qui avaient fait, parce que du coup sur les 55, tout le monde n'a pas forcément fait les séances, que certains n'étaient pas dans les locaux et certains, c'était trop compliqué pour l'organisation. On s'est rendu compte que dans les mois qu'on suivi le marathon, souvent,
On sait qu'après le marathon, il y a souvent une baisse d'énergie également, qui est assez importante. Et ben là, la majorité était toujours hyper en forme et n'ont pas senti ce coup de barre. Donc voilà, donc c'est vrai que nous on avait la partie accompagnement physique parce que forcément on sait que les sportifs de haut niveau vont en altitude pour être plus performants, donc là c'était un des buts, mais il y avait aussi vraiment l'objectif de les accompagner pour la récupération dans ce domaine-là. Et le dernier témoignage, c'est le témoignage de Cam. Donc Cam, lui, alors même si je sais que, parce que j'ai lu toutes les infos de Thierry, Tiffaine travaille pas mal sur l'harmonisation des bureaux. Et donc Cam va témoigner sur comment la réharmonisation des bureaux peut avoir un impact sur être heureux au travail. Alors en fait, la première chose que j'avais commencé à faire, c'était de leur amener des nems. Bon. Non, en fait, justement pour améliorer la dynamique de mon équipe, vu qu'on travaille en collaborative team et qu'on a tous les corps de métier, que ce soit les product owners, les scrum masters, ainsi que les développeurs et puis la validation. On a décidé en fait, de façon collégiale, de trouver des activités extra-travail, on va dire. C'est-à-dire se retrouver après le travail pour, quitte à partager une bière, aller au restaurant ou bien faire du bowling ou du karting, afin d'améliorer les échanges et la confiance entre les gens. Chose qui s'est passée, c'est que parfois on prenait des photos des moments, ce qui permettait en fait on affichait ça dans nos bureaux, ce qui permettait en fait de renforcer en fait les liens lorsque il y avait des conflits entre différents services ou bien différents problèmes. Et puis c'est tout. Merci Cam. Donc là, on a une grosse partie parce qu'on voulait vraiment profiter des questions-réponses. Donc là, c'est vrai que nous, on a préparé ça, on a fait une sélection de retours d'expérience pour au moins introduire la table ronde. Mais maintenant, donc, ouverture aux questions et en fonction des sujets, nos participants prendront la parole. Donc, qui veut démarrer, qui veut poser la question, donc par rapport à la thématique, utopie ou à creuser, les preuves, les leviers. Donc, qui veut démarrer? Bon, alors peut-être, puisqu'on avait prévu le cas que les personnes ne veulent pas lever la main tout de suite. Tiffaine, tu veux peut-être parler de la réharmonisation des bureaux, là, ce que tu as fait avec les papiers peints, là? Oui, du coup, dans le prolongement de l'expérience de Cam, effectivement, donc, une petite illustration aussi du bonheur au travail. Donc, quand je suis arrivée chez INRIA, donc institut de recherche qui travaille pour le monde numérique, je venais donc d'une école de beaux-arts où l'esthétisme est très important. Et j'ai du coup été particulièrement choquée par l'environnement de travail qui était du coup très épuré, très blanc, très, très déshumanisé, avec effectivement la particularité de l'environnement numérique qui fait que on n'a plus d'armoire pour classer les dossiers, on n'a plus rien, tout est dans l'ordinateur. Donc du coup, c'était un petit peu perturbant et en plus avec la particularité que chez INRIA, on a un turnover de 50% tous les ans au niveau du personnel, ce qui est quand même énorme. Donc du coup, ça m'a beaucoup posé question sur les raisons pour lesquelles effectivement il y avait ce turnover-là. Alors historiquement, c'était lié au fait de pouvoir inciter les chercheurs à courir le monde, à aller découvrir d'autres employeurs, à développer leurs compétences. Seulement, ça devient problématique quand ça s'applique aussi aux fonctions support pour lesquelles il y a un besoin d'historique quand même assez fort. Et je sentais bien que tout le monde n'était pas forcément heureux de cet environnement froid et qui va de pair avec un super travail des services généraux qui sont très rodés à amener, à équiper les bureaux, à les déloger, si on peut dire, et à rééquiper, à se resservir du mobilier pour d'autres personnes qui vont arriver en fonction des fins de contrat des uns et des autres. Donc c'était assez surprenant en fait, et je me suis dit quel levier il peut y avoir par rapport à ça.
Et du coup, j'ai lancé des opérations ponctuelles de décoration de bureau. Donc, sur le temps de midi, on prend 1 à 2 heures, en fait. Donc, ça se fait par surprise, c'est-à-dire que la personne ne sait pas qu'elle va revenir et trouver son bureau décoré. Donc, je vais acheter, ça coûte pas cher. Je vais acheter chez Leroy Merlin, chez Castorama, un rouleau de papier peint. Donc, ça me fait 4 laits. On découpe les 4 laits, on cloute juste en haut et en bas. Donc, ça prend pas longtemps. J'associe les collègues de cette personne qui connaît du coup ses centres d'intérêt. Donc, je les incite tous à faire des recherches un petit peu avant. Et du coup, ils vont aller chercher des images, des mots-clés, éventuellement des objets. Du coup, en 1 à 2 heures, on redécore le bureau et la personne rentre et c'est son univers à elle, en fait. Et du coup, ça crée effectivement un lien social fort entre cette personne et les autres personnes autour. Il y a une forme de fierté. Moi, j'entendais après les personnes présenter à d'autres collègues, d'autres services ou à des prestataires extérieurs qui venaient présenter en fait qui elle était au travers des questions qui se posaient sur certains messages, etc. Donc voilà. Donc merci. Ça ramène de la connexion aussi entre les gens dans ces moments où on a ce besoin de connexion aussi. Ouais, surtout en ce moment. Et une autre chose aussi, je pense qu'on peut peut-être, avant de reposer vers le public des questions, du moins, le public nous pose des questions. Peut-être Thierry, tu me disais que tu laissais la place à pas mal d'initiatives. Donc, est-ce que tu peux peut-être témoigner sur 1 ou 2 initiatives qui a vraiment été un levier pour que les équipes soient heureuses au travail et que ce n'était pas une utopie? Exactement. Donc, chez Sphère, on est essentiellement... la colonne vertébrale, c'est la direction des opérations, c'est tout ce qui tourne autour du consultant. Du coup, chaque consultant a, on va dire, une passion, parce que c'est essentiellement des technophiles, donc soit un langage, soit des choses, des méthodos, un peu tout. Donc à un moment, il va en parler à son manager pour dire j'aimerais bien me lancer dans un projet avec Sphère sur tel ou tel techno. Donc typiquement, là en ce moment, on a un outil qui est utilisé par pas mal de sociétés de services qu'on appelle le CRA, le compte rendu d'activité, qui passionne tout le monde quand il faut le rendre en fin de mois. On n'en est pas très fiers parce que c'est un outil du marché qui est assez moche. Et de fait, du coup, on est en train de se poser la question de le refondre. Est-ce qu'on prend un autre outil? On a fait une étude de marché, on n'en a pas trouvé. Du coup, on se dit on va le faire en interne. Et donc, il y a quelqu'un qui est plutôt branché sur une techno qui est assez émergente, qui s'appelle Polymère sur le front. Il n'y a pas beaucoup de projets en production là-dessus, mais nous, on va mettre le projet de CRA là-dessus. C'est-à-dire que là, il a chiffré le projet. En 10 jours, on va sortir le projet. Et de fait, après, ce sera l'outil utilisé par Sphère. Et est-ce qu'il est allé chercher d'autres collègues? Comment ça se passe au niveau de la création d'une équipe? D'un point de vue création d'équipe, vu que c'est un projet qui concerne justement un projet interne, donc déjà il y a la DAF qui est liée à ça, parce que le compte-rendu d'activité, c'est eux qui l'utilisent après pour faire la facturation. Il y a le directeur technique qui est lié à ça aussi pour s'assurer que justement les choix technologiques qui sont faits sont pérennes. Il y a le directeur des opérations parce que ça concerne le consultant. Donc il y a un peu tout le monde qui est lié à ça. Et effectivement, c'est une société de services, donc les gens sont un peu éparpillés en région parisienne. Donc on a aussi des outils pour pouvoir communiquer à distance. Donc on utilise un outil du marché qui s'appelle Slack, dans lequel on peut créer un channel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de communiquer sur un sujet poste un channel et les gens rejoignent ce channel. Donc c'est un sujet qui crée une communauté à distance, on va dire, c'est une communauté virtuelle. Donc ça permet justement aux gens de pouvoir travailler en open source, on va dire, sur le sujet, et de pouvoir le livrer avec les outils qui sont cloud sur lesquels on travaille, de pouvoir le livrer et de le tester. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions maintenant? Toujours pas? Allez, allez, c'est bien, tu lances la dynamique.
Qui veut Oui. Je prends le micro. Parce que... Ok. Alors, toujours dans cette optique du bonheur, en fait, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la direction des OP. L'organisation, la colonne vertébrale, c'est la direction des opérations. Ça veut dire qu'un consultant est rattaché à un manager qu'on appelle un team leader. Donc c'est au maximum une quinzaine de personnes qui sont dans une communauté et rattachées à un team leader. Le team leader devient le point de rencontre avec la société pour le consultant, parce qu'on est toujours sur des missions soit à l'externe, soit en interne. Et de fait, c'est un peu compliqué de pouvoir se rejoindre. Donc c'est vraiment un point central et privilégié de la société qu'est le team leader. À partir de là, le consultant, il se sent bien en mission, il remonte qu'il se sent bien en mission. Il faut savoir le faire aussi. Et s'il ne se sent pas bien en mission, il le remonte aussi. Et du coup, là, c'est toute la machine de sphère qui doit se mettre en marche pour voir pourquoi il se sent mal en mission. Est-ce que c'est l'ambiance du client et qu'est-ce qu'on peut apporter justement pour changer cette ambiance chez le client. Donc ça, c'est un premier point pour justement créer l'ambiance de travail qui ira bien, mais pour tout le monde et pas seulement pour le consultant de sphère. Donc là, c'est notre rôle de conseil, on va dire. Soit on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire grand-chose, que c'est tout simplement une erreur de casting, c'est pas là qu'il aurait dû être. À ce moment-là, il demande à sortir et à ce moment-là, c'est toute la machine commerciale qui doit trouver une mission qui lui corresponde. Donc le commerce, on va dire, est plutôt au service du consultant pour qu'il puisse s'épanouir sur une mission qui l'intéresse. Parce que s'il s'épanouit sur une mission qui l'intéresse, il va avoir tendance à communiquer sur cette mission. Et donc ce sera gagnant aussi pour Sphère parce qu'il va communiquer au nom de Sphère. Donc c'est un peu... au mieux il est dans son ambiance de travail, mieux il va communiquer et il y aura des retours sur investissement, on va dire, pour Sphère. Merci. Alors, je pense qu'intérieurement, peut-être Joséphine peut répondre, puisque moi, je connais Joséphine et que ça fait 2 ans que je fais de la simulation d'altitude et je sais que ça vient de l'intérieur. Donc, alors, c'est physiologique. Hein. Je pense que Tremor, c'est plus loin ce que tu voulais dire dans ta question, mais je peux vous dire que physiologiquement, ça, c'est de l'intérieur. Oui, donc nous, on travaille vraiment physiologiquement, c'est-à-dire qu'on va stimuler vos globules rouges à mieux transporter l'oxygène. Donc ça se passe vraiment intérieurement. Et pour vous donner un petit exemple, l'année dernière, j'ai préparé un chef d'entreprise qui allait faire l'ascension du Kilimandjaro. Donc son objectif, c'était vraiment l'ascension du Kilimandjaro. Sauf qu'au fur et à mesure des séances, il s'est rendu compte qu'il gérait mieux ses relations avec les autres au travail, qu'il arrivait à être plus détaché par rapport à des situations très difficiles, alors qu'il ne veut pas dire qu'il ne s'en occupait pas, hein. Juste dire qu'il avait ce recul par rapport à la situation qui lui permettait d'être plus efficace dans son travail. Donc du coup, un jour, il est venu faire sa séance et il m'a dit « mais qu'est-ce qui se passe en fait intérieurement ? Parce que je suis venu là, je veux être le top, je veux monter en haut de mon kili et pas avoir le mal aigu des montagnes. Mais j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses dans mon corps. Et du coup, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Donc, je lui ai expliqué que les séances en elles-mêmes, ce sont toujours les mêmes, que la personne, elle vienne pour préparer une ascension, pour préparer un marathon, ou qu'elle vienne parce qu'elle est sédentaire, qu'elle est trop stressée, qu'elle a plus de... qu'elle n'arrive plus, qu'elle a soupape de la cocotte minute qui a envie d'exploser. Et donc, je lui ai expliqué qu'intérieurement, au fur et à mesure des séances, on arrive à inhiber des hormones de stress qui se trouvent au niveau des reins et qui lui a permis en fait, d'évacuer tout ça et de se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, mais mes commerciaux, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin pour être plus efficaces. Pour aller au-devant des clients. Donc, voilà, j'ai eu le droit à son équipe de commerciaux pour... alors, je dis les commerciaux, mais ça peut être les autres. Hein, si intérieurement, il y a des tensions ou des problématiques de communication en interne. Je pense que, voilà, on est là pour travailler vraiment l'individu et qui va faire qu'autour de lui, il va rayonner des choses qui vont être intéressantes. J'espère avoir répondu à votre question sur ce point-là. Oui, je voulais rebondir là-dessus aussi. Effectivement, j'avais réfléchi à cette thématique, sur le bonheur, à 2 problématiques, la question de la peur de l'inconnu et aussi la question de la confiance en soi. Parce qu'effectivement, on a tous, toutes les personnes qui sont ici dans la salle, on a tous vécu des choses différentes et forcément, on a tous vécu des choses difficiles à certains moments qui sont venues entacher notre confiance en nous. Et du coup, dans le monde du travail, ça se retraduit derrière par des besoins de reconnaissance.
Quand notre confiance en nous n'est pas assez forte, du coup, on va essayer de la chercher à l'extérieur de nous et on va chercher du coup de la reconnaissance de son manager, de son supérieur, de ses collègues, etc. Et du coup, effectivement, c'est important aussi de travailler sur cette question de reconnaissance de chaque personne. Et pour moi, ça passe par l'écoute. Une écoute, du coup, conjointe, en fait, une écoute de son collaborateur, mais une écoute du coup, ça enclenche après l'écoute du collaborateur vers son manager. Donc, d'où l'exemple, en fait, de l'accompagnement à la délocalisation où il y a eu cette grande écoute-là. Et puis quand je citais l'exemple aussi des bureaux, c'est pas anodin parce qu'effectivement, du coup, on reconnaît l'univers de chaque personne, on reconnaît ce qu'il est vraiment, et ça ouvre une porte de discussion vers ce qu'il est profondément à l'intérieur de lui. Et donc voilà. Merci. Une autre question? Oui. Oui. Alors, oui. Alors en fait, le monsieur disait, on a parlé de compte-rendu d'activité et que c'est pas vraiment ce qui nous plaît. C'est loin du bonheur au travail de remplir nos comptes-rendus d'activité chaque mois. Et donc, il nous demandait, est-ce qu'on peut en dire plus? Alors, est-ce que quelqu'un peut en dire plus? Ça reste quelque chose qui n'est pas un bonheur. Mais justement, le but pour nous, dans un premier temps, c'est déjà limiter le temps à passer dessus. Parce que le système actuel, c'est quelque chose qui est assez lent, donc pénible. Et on est plutôt une société portée sur l'innovation. Donc ouvrir un outil comme ça, dont on n'est pas fier, déjà, on ne se sent pas très bien. Donc du coup, c'est pour ça qu'on essaie de porter sur mobile, d'avoir quelque chose d'intuitif et de rapide à remplir. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire. On aura du mal à passer au travers. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est utilisé pour la facturation. Mais on essaie d'y passer le moins de temps possible. C'est plutôt à travers ça qu'on évolue. D'autres questions? Est-ce que vous voulez approfondir des sujets qui ont été évoqués là ou... Oui. Pas très bien. Oui. De l'autonomie, de l'autonomie donc des personnes au travail. Et en fait, du coup, j'avais deux questions. Alors, je me permets de les poser en même temps, même si elles sont un peu différentes. La question de l'autonomie, c'est finalement, moi, je suis naïf et nouveau dans le domaine, donc excusez ma question si elle est un peu naïve, mais on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose là, tel que c'est imaginé, qui va de haut en bas, c'est-à-dire plutôt du chef d'entreprise ou patron de la start-up vers ses salariés. Et qui dit finalement, qui est dans une démarche vertueuse, qui dit il y a quelque chose qui cloche et en fait, si je rends mes collaborateurs, salariés plus autonomes, ça va aller mieux. Et la question que je me pose, donc c'est ma première question, c'est est-ce que dans votre expérience, vous avez déjà vécu l'inverse, c'est-à-dire des collaborateurs ou des salariés qui viennent vous voir en vous disant « je suis malheureux et j'aurais besoin ou j'ai besoin de plus d'autonomie pour être heureux ». Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, donc moi je ne suis pas du tout du monde de l'informatique ou des IT, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le sont ici. Moi, je travaille dans la recherche et donc dans un gros institut. Et on constate, il me semble, pas mal de non-bonheur chez les gens. Je dirais pas que c'est du malheur, mais alors que les conditions semblent objectivement bonnes, c'est-à-dire on a du travail. Souvent, on a un travail qui est garanti à vie, on pourrait dire, ce qui n'est sûrement pas le cas de tout le monde ici. On travaille dans des bonnes conditions, du matériel, des revenus qui sont tout à fait correct. Et malgré tout ça, on constate que beaucoup de gens autour de nous, nos proches, nos collègues, sont tristes ou ont l'air tristes ou en tout cas pas heureux. Et dans ce contexte-là, nous, on a l'impression que c'est la question de la mission qu'on a au travail qui se pose et de l'existence ou pas de cette mission, de la perception qu'on a ou pas de cette mission. Et
comme ça, c'est quelque chose qui n'a pas non plus été évoqué. Je voudrais savoir si c'est parce que dans notre domaine à nous, le monde de la recherche, c'est ce qui peut poser problème, et que, voilà, ou est-ce que vous aussi, dans vos domaines à vous et vos expériences à vous, cette question de la mission de la personne, elle vous parle, elle est importante, et ce que vous en pensez. Voilà. Je m'excuse si c'était un peu long comme... D'accord. Alors, qui veut répondre à la première? Ouais, Robin. La deuxième. Oui, ce que vous venez d'évoquer, j'ai à travers mes missions, moi justement, j'ai de temps en temps encadré des équipes de recherche et développement pour certains clients. Et en fait, par essence, la recherche, c'est un centre de coût. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue entreprise, coûte souvent, et très souvent, en tout cas, ça c'est la vision entreprise, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Très souvent, donc, les autres salariés voient la R&D finalement plus comme un centre qui dépense beaucoup que comme un centre qui finalement peut rapporter. Parce que là je vais donner n'importe quoi, mais pour une innovation ou un produit qui a été conçu et qui va marcher, on peut avoir 100, voire beaucoup plus d'échecs. Et donc là-dessus, nous on avait juste joué sur 2 axes. C'était le fait de remonter finalement énormément de la visibilité de ce que faisaient les équipes de recherche et développement, même finalement les projets qui échouaient. Et donc donner cette visibilité-là, parce qu'après, en prenant justement le feedback de personnes ou autres, un projet qui avait échoué une première fois, en étant un petit peu enrichi ou avec des idées qui venaient de part et d'autre, pouvait finalement devenir un succès. Et le second axe sur lequel on a joué, en plus de la visibilité, c'était... finalement, c'était effectivement écouter beaucoup plus les équipes de R&D. On faisait comme on avait évoqué plusieurs fois, je crois, on a tous dit le mot écoute. Et c'était effectivement écouter un petit peu plus leurs soucis, et via finalement des rétrospectives, et surtout appliquer toutes les actions qui étaient décidées. Je ne sais pas si j'ai répondu au moins en partie à la seconde question. Et juste sur la première... moi, pour le coup, j'avais juste une petite remarque à faire, parce que, en l'occurrence, justement, c'était moi qui avais dit que je voulais auto-responsabiliser mes équipes. Le fait est que donc, je n'ai pas une expérience inverse. Par contre, c'était juste pour dire, maintenant, la pression, entre guillemets, quand il y a de la pression, on n'est plus dans l'approche top-down, on est vraiment sur une approche horizontale. C'est quand il y a quelque chose qui doit être fait. On a vraiment une approche collective. C'est l'équipe qui, quand il y a quelqu'un en difficulté, c'est l'équipe qui va elle-même aller solliciter la personne qui peut être en difficulté en lui disant quel est ton problème, comment je peux t'aider. On a un petit peu cassé ce côté la peur de l'échec, justement la peur de l'échec. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce que c'est aussi quelque chose d'important. J'en parlais dans les équipes R&D, il y a aussi cette peur de l'échec, parce que l'échec coûte. Et donc il y a peut-être un parallélisme à faire entre le fait de finalement montrer que l'échec peut être aussi une réussite. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la question du sens. Je peux en parler 2 minutes, et puis je passe à Joséphine. Parce que même si je ne suis pas partie de la table ronde, je l'anime. Moi, j'accompagne toutes les personnes sur le lean management, et la première chose qu'on fait, c'est rechercher le sens. Et pourquoi, au sens pour le for what et non pas le why, pourquoi on fait les choses. Et je sais que dès qu'on commence à expliquer le sens, que les équipes accrochent au sens, donc ce que tu disais par rapport à la mission, ça crée déjà des conditions de confiance, de bienveillance, et qui fait qu'on peut être plus heureux. Donc ça, on pourra en discuter après à la pause. Mais la question du sens, je pense que c'est important. Joséphine, tu voudrais rajouter sur... Moi, d'une manière beaucoup plus généraliste, en tant qu'entrepreneuse, je pense que la vision que j'en ai à force d'échanger avec des salariés et des entrepreneurs, la différence pour laquelle je pense qu'on a autant de difficultés les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup de difficultés quand on est employé, il y a beaucoup de difficultés quand on est entrepreneur, mais je pense que nous, on réalise mieux qu'en fait, on entreprend notre vie. Mais je pense qu'en étant salarié, on peut être intrapreneur et entreprendre son travail pour s'apporter dans sa vie de tous les jours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore... pas assez développé. Je pense que dans les startups, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui incitent les salariés, les employés à être intrapreneurs,
pour justement que leur travail soit une source de motivation pour leur vie en général et pas juste un endroit où ils vont de 9h à 18h et qu'après on passe à une autre vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on mélange tout entre le perso, le pro, ça veut juste dire qu'on donne un sens général à sa vie dans son travail. Et c'est vrai que ça, on s'en rend vraiment compte quand on est entrepreneur et je pense que ça devrait être la même chose pour un salarié. Pourquoi il ne se sert pas de ces forces-là pour avancer? Juste pour rebondir, moi je suis consultante, on fait des missions. J'ai déjà croisé 2 sociétés qui font des hackathons. Alors, vous savez, on réunit tout le monde pendant 48 heures, 24 heures. Et en fait, il y a une idée qui émerge. Et c'est pour rebondir par rapport à ton idée. Et il y a des entreprises qui sont en train de créer des start-up à l'intérieur de grosses entreprises. Tout ça pour donner l'autonomie, parce qu'il y a du potentiel des personnes. Et dès qu'on commence à créer cette autonomie, cette responsabilisation, en fait, on se dit il y a un potentiel qui est là. Et en fait, ça leur permet de créer. Donc, ça rebondit à ce que tu viens de dire sur la peur de l'échec, parce qu'un hackathon, l'objectif, c'est de réduire l'échec, mais c'est de vite utiliser toutes les techniques pour voir si ça marche. Donc, il y a vraiment cette philosophie, en tout cas, qui commence à apparaître en France. Alors, il paraît qu'il y avait une autre question. C'était... Ah oui, alors, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ma question concerne l'expérience de redécoration du bureau. Donc, si j'ai bien compris, les collègues vont redécorer votre bureau pendant que vous êtes en train de faire les courses, par exemple, si vous prenez 2 heures, et vous avez la bonne surprise de voir ça à votre tour. Et j'imagine que dans le lot, il y a toujours des personnes qui apprécient pas trop de revenir et de voir leur bureau redécoré. Et comment vous gérez ces cas-là? D'autant plus que les personnes ne vont pas forcément vous le signaler, ce qui est peut-être encore plus grave. Donc en gros, comment vous gérez le fait que les personnes retrouvent leur bureau redécoré et peuvent ne pas du tout apprécier ça, quoi? Oui. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas redécoré tous les bureaux de tout le monde. On a fait des opérations ponctuelles pour différentes personnes en fonction de... Le choix s'est porté en fonction de soit l'état moral de la personne, si on sent qu'effectivement, elle aurait besoin d'un coup de boost, que ça ne va pas trop et que ça permet de répondre à cette situation-là, ou pour célébrer. Soit le fait qu'une personne soit intégrée, célébrer le fait qu'elle arrive dans un bureau un peu plus définitif qu'avant. Donc c'est à ces moments-là que ça se fait. Donc du coup, effectivement, je me suis pas trouvée confrontée à ce cas de figure de personnes qui n'auraient pas apprécié cela. Et de toute manière, c'est une déco... éphémère, entre guillemets, hein. On ne va pas repeindre les murs, on cloute juste des laits de papier peint, donc ça peut très facilement être enlevé. Et puis, ça m'est arrivé pour une personne qui était la directrice des affaires juridiques, du coup, me poser un peu plus de questions, parce qu'elle avait une image à donner aussi. Et dans ces cas-là, on reste plus soft. Voilà. Et du coup, avoir quelques lettres de papier peint d'une certaine couleur dans son bureau, elle peut enlever les messages et les conserver pour elle, ou on utilise que certains pans de murs de manière à ce que ça soit moins visible vis-à-vis d'un personnel extérieur, d'un public extérieur. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu? J'ai pas eu de cas de personnes mécontentes. Ouais. Je peux peut-être préciser. J'imagine qu'il y a des personnes qui subissent ça plus que ne l'apprécient, au sens où elles peuvent considérer que c'est une incursion dans leur vie privée ou dans leur zone, et qui peut-être vont sourire en disant oui, super, merci, et en vrai, à l'intérieur, elles se disent qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais si vous n'avez pas eu le cas, c'est peut-être que vous avez choisi les bonnes personnes, justement. Oui, j'ai même eu l'inverse, en fait. Après, ils étaient tous à dire « le mien, tu le fais quand ?» Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, on a un peu dépassé. Donc, alors, il y a un petit mot de la fin.
Oui, juste, ça me fait penser à autre chose, c'est que du coup, en début d'année, j'ai animé un séminaire pour les services généraux. Avec du coup tous les outils de la facilitation de groupe agile. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant, ce lien qui s'est fait, c'est qu'en début, comme on était hébergé dans une société qui vendait du mobilier, il y a eu une présentation en début d'après-midi et j'ai trouvé ça intéressant, cette présentation qu'ils ont fait sur le fait qu'ils développaient du mobilier aussi en fonction du profil des personnes. Donc, voilà, des profils disques et autres. Et du coup, effectivement, leur réflexion se portait sur des espaces qui étaient forcément différents en fonction des profils. Et notamment, par exemple, les open space ou autres sont très appropriés pour les profils créatifs. Ils vont être vécus de manière plus difficile par rapport à des personnes qui ont des profils plus de type comptable ou juriste, etc., avec parfois un besoin d'isolement un peu plus. Et voilà, c'était pour faire le lien avec les bureaux, l'aménagement des bureaux, sur le fait que du coup, il n'y avait pas forcément une réponse unique à apporter et il y avait forcément une adaptation à avoir en fonction de chaque personne. Donc on va finir la table ronde parce qu'on a un peu dépassé. En tout cas, nous sommes tous à votre disposition pour discuter pendant la partie déjeuner. N'hésitez pas à venir nous voir, hein, Robin. Donc je remercie Robin, Thierry, Cam, Tiffaine et Joséphine. Et donc on se retrouve tous là dans le hall. Merci à tous.